Hello et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du Petit Podcast. Le Petit Podcast, qu'est-ce que c'est pour rappel? C'est tout simplement un podcast qui sort aléatoirement, qui dure moins de 15 minutes ou 15 minutes tout pile. Un podcast composé de deux parties. Dans la première partie, je reviens sur un film du présent ou du passé, et dans la deuxième partie, je reviens sur une actualité du cinéma intrigante. Pour ceux ou celles qui découvrent ce concept avec ce nouvel épisode, eh bien sachez qu'il existe déjà de nombreux autres épisodes disponibles sur la chaîne. Je vous mets la playlist où vous pouvez les retrouver directement en description. Maintenant, avant de commencer véritablement ce nouvel épisode, s'il vous plaît, s'il vous intéresse, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Ça me fera plaisir, j'avoue. Bienvenue dans le Petit Podcast et bonne écoute. Aujourd'hui dans le Petit Podcast, une fois n'est pas coutume, il sera question d'un seul sujet. Enfin non. Mais si, quand même. Tout simplement parce que dans la première partie de cet épisode, il sera question ni plus ni moins du premier film Downton Abbey. Et dans la deuxième partie de cet épisode, il sera question ni plus ni moins du futur troisième film Downton Abbey et de pourquoi je pense que ça sera la réelle conclusion de l'histoire. Sur ce, c'est parti pour la première partie. Downton Abbey is the heart of this community, and you're keeping it beating. Here they come now. Mosley. Bon, tout d'abord, d'où je pars avec Downton Abbey. C'est important de le préciser, puisque avant d'être deux films, puisque oui, maintenant il y a deux films, c'était une série, Downton Abbey. Downton Abbey est une série ayant eu un énorme succès, mais vraiment un énorme succès. Elle s'est étendue de 2010 à 2015, elle était de Grande-Bretagne et elle comportait 6 saisons. Elle fut créée par Gillian Fellows et on pouvait retrouver au casting Hugh Bonneville, qu'on a pu apprécier dernièrement dans les très bons films Paddington, Michelle Dockery ou encore Maggie Smith, The Maggie Smith, la McGonagall qu'on adore, l'une des actrices les plus connues de sa génération. Pour ce qui est du reste du casting, on pouvait également retrouver Elizabeth McGovern, Penelope Wilton, Laura Carmichael ou encore Jim Carter qui a joué dernièrement dans le très bon Wonka. Attendez. Après Downton Abbey, Hugh Bonneville, il a joué dans les deux très bons films Paddington. Jim Carter, il a joué dans le très bon film Wonka, et c'est des films de... Ah oui, Paul King. Je ne peux pas m'empêcher de parler de Paul King tout le temps. J'adore Paul King. Pour ce qui est de la fin du casting, on pouvait également retrouver Phyllis Logan, Leslie Nichol, Brendan Coyle, Rob James Collier, Joan Frogat, Sophie McShera, Kevin Doyle, Raquel Cassidy. Bref, que des noms que j'adore, tellement tous ces acteurs, ces actrices sont ultra talentueux et tellement tous les rôles qu'ils interprètent font partie de mes rôles préférés all time. Et alors, pour enfin finir la présentation de cette merveilleuse série et vous parler de mon rapport avec elle, qu'est-ce que ça nous raconte, Downton Abbey? Les héritiers de Downton Abbey ayant péri lors du naufrage du Titanic, la famille Crowley se retrouve dans une position délicate, les trois descendantes ne pouvant prétendre au titre de Lord Grantham. Or, le titre, le domaine et la fortune de la famille sont indissociables. Matthew Crowley, nouveau successeur et lointain cousin, arrive à Downton Abbey. Il y découvre un style de vie nouveau, avec des règles très strictes qui régissent la vie entre aristocrates et serviteurs. Et tout d'abord, Downton Abbey fait partie des rares séries que je regardais chaque semaine, puisque oui, à l'époque, c'était 2 épisodes par semaine, il me semble. On n'avait pas les saison complète d'un seul coup comme maintenant. Donc Downton Abbey, son univers, ses personnages m'ont accompagné pendant plus de 5 ans et j'étais pas tout seul à regarder Downton Abbey, je regardais ça avec ma sœur, avec mes parents. La série en plus de ça m'a accompagné de fin primaire jusqu'à milieu collège. C'est une série par la suite que j'ai revue plusieurs fois avec mes parents et quand je dis plusieurs fois, c'est au moins 2 ou 4 fois. Et puis je l'ai également revue avec ma copine de l'époque. Bref, j'ai dû regarder Downton Abbey au moins 5 fois. Et 5 fois 6 saisons, c'est beaucoup. Et ça prouve ma passion pour cette série. Bref, vous l'avez évidemment compris, je suis absolument fan de bout en bout de la série Downton Abbey. Même si j'ai plus un faible pour la saison 1, 2 et 3 que la saison 4, 5 et 6. Mais c'est peut-être parce que dans la saison 1, 2 et 3, il y a le personnage de Matthew Crowley et j'adore ce personnage. Mais j'adore surtout la façon dont cette série a été produite. Vraiment, tous les points sont qualitatifs, que ce soit le fond, la forme, les acteurs, les actrices. J'adore la façon dont ça aborde une certaine époque, désormais révolue. J'adore la façon dont ça parle des évolutions qu'il y a eu durant cette certaine époque. Par exemple, j'adore la façon dont ça parle, ça développe le féminisme. J'adore la façon dont ça parle, ça développe la manière de gérer le domaine de Downton au fur et à mesure que les années passent. J'adore la façon dont ça parle des énormes changements à tout point de vue qu'il y a eu durant cette époque-là. Ça parle également évidemment d'histoire, de politique, bref, ça parle de beaucoup de choses qui m'intéressent, mais en plus de ça, ça en parle bien à travers des intrigues qui sont extrêmement bien développées, à travers des dialogues qui sont extrêmement ciselés. Je veux dire, par exemple, toute l'intrigue avec Tom Branson qui va gravir les échelons dans un milieu qui ne lui convient pas, il va constamment chercher sa place et il va y avoir tout un propos sur l'Irlande libre, puisque c'est un Irlandais et on sait qu'il y a eu plein de problèmes entre l'Irlande et la Grande-Bretagne à cette époque-là. C'est vraiment passionnant à suivre, tout comme les personnages qui sont pleins de nuances et qui sont encore une fois merveilleusement bien interprétés. Je me souviendrai à jamais du couple Anna et Bates. Quel couple fort!
fort. Et puis au-delà de toutes les qualités que je viens de citer, c'est surtout une série doudou pour moi, Downton Abbey. Quand je la relance et que je sais qu'il y a 6 saisons avec 9 épisodes et que par conséquent ça va durer assez longtemps, bah ça me rassure en quelque sorte. Oh, et puis je vous ai même pas parlé des merveilleuses compositions de John Loon. Écoutez ça et osez me dire que c'est pas magnifique. Bref, j'adore cette série qui m'a énormément accompagné et énormément aidé déjà, et elle m'accompagnera et m'aidera toute ma vie. Ah mais oui, il fallait que je parle du film aussi. Ah oui, mince. I have such a feeling that you can understand what's going on in my head. The last few days have made me think, what are we doing? Should we really go on with it? Bon, tout d'abord, point extrêmement cool pour ceux ou celles qui voudraient découvrir l'univers de Downton Abbey au travers de la série et du premier film, sachez que la série et le premier film sont tous les deux disponibles sur Netflix. Du coup, le film Downton Abbey est sorti en 2019, il est réalisé par Michael Engler qui avait déjà opéré sur certains épisodes de la série. Au scénario, on retrouve une nouvelle fois Julian Fellowes, au casting, on retrouve tout le monde. Littéralement tout le monde, mais il y a également Imelda Staunton qui fait son arrivée dans l'univers Downton Abbey, Imelda Staunton qui n'est autre que Ombrage dans Harry Potter. Pour ce qui est de l'histoire, eh bien la voici. Les Crowley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l'événement le plus important de leur vie, une visite du roi et de la reine d'Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur l'avenir même de Downton. Et c'est un film qui dure 2 heures. Voilà, il dure 2 heures. Et comment vous dire, c'était un défi de réaliser un film Downton Abbey, puisqu'il y a, comme vous l'avez remarqué à l'annonce du casting, énormément de personnages. Et là, ils reviennent tous, enfin pratiquement tous, il y en a peut-être 2 qui manquent. En plus de ça, prolonger une série sur grand écran, c'est galère, puisqu'il faut compter sur ceux ou celles qui ont vu la série et espérer qu'ils aillent voir le film au cinéma, mais il faut également arriver à séduire un nouveau public, ne pas le perdre. Et enfin, le film Downton Abbey est un film. Ce n'est pas censé être un long épisode de série sur grand écran, ce n'est pas censé reprendre les codes visuels de la série, les codes visuels qui étaient qualitatifs, comme je l'ai dit, mais en soi, c'était quand même beaucoup de chant contre chant et peu de tentatives de mise en scène. Après, ça avait pas le budget de Game of Thrones, hein. Et résultat, j'ai vu le film Downton Abbey en 2019 au cinéma, c'était une très très grosse attente, et en plus de ça, c'était une séance assez touchante puisqu'on avait emmené ma grand-mère paternelle voir le film, elle allait pas très souvent au cinéma, mais elle était fan de Downton Abbey. Et en plus de ça, elle avait l'habitude de regarder la série Downton Abbey avec mon grand-père qui était malheureusement décédé quelques années plus tôt, donc j'espère que cette séance lui a ravivé de bons souvenirs et lui a fait du bien. Ma grand-mère qui, elle aussi, est malheureusement décédée depuis, donc voilà, j'ai un rapport particulier avec ce long métrage déjà. Mais alors, pourquoi dans le titre de ce podcast, je dis que le film a tout compris? Premièrement parce que visuellement, on sent qu'il y a un gap de passé, à savoir le gap cinématographique. Et ça fait vraiment plaisir. Le long métrage a coûté 24 millions d'euros, soit plus cher qu'une saison entière de Downton Abbey, il me semble. Ces 24 millions d'euros ont été bien investis, et ça se sent dès la scène d'intro du long métrage, qui reprend un petit peu la scène d'intro du tout premier épisode de la saison 1, mais avec un découpage bien plus souple, des tentatives dans le jeu et le cadre de la caméra bien plus impressionnantes. Ça se voit également dans la photographie, les couleurs, l'éclairage, tout cela est bien plus marqué, bien plus profond, ça donne une ampleur aux images qu'on est en train de voir assez certaine. Le message de cette scène d'intro est clair, en reprenant les codes de la scène d'intro de la série, mais cette fois-ci en les modifiant, en les propulsant vers un rendu beaucoup plus cinématographique. Ça y est, Downton Abbey, c'est du cinéma. On n'est plus dans la série, on est au cinéma. Juste après cette scène d'intro, la scène d'intro avec le train, en gros, on va enchaîner sur un long plan séquence très finement réalisé et qui raconte pas mal de choses. Bon, je soupçonne ce plan séquence d'être en réalité un faux plan séquence parce qu'à un moment, je crois avoir repéré une coupe, mais en soi, cette coupe reste tout de même discrète. Il y a une réelle application de la part de Michael Engler concernant la mise en scène de ce film. C'est très simple, Downton Abbey ou encore le village juste à côté n'ont jamais paru aussi grands, aussi somptueux. Et il y a un niveau de détail assez certain dans la mise en scène de ce long métrage, que ce soit sur des objets, des meubles. Tout est fait pour que tout paraisse grand. Il y a un gros travail sur l'iconisation, notamment durant cette scène d'intro ou encore durant la scène où Carson revient à Downton Abbey. Pour ce qui est du sens du détail, je pense notamment à toute une scène où le personnage de Andy va fermer des portes une à une et les plans durant cette séquence sont assez compliqués à réaliser en termes de technique puisqu'on parle de plans où la caméra va se faufiler dans des endroits où il est impossible qu'une caméra se faufile. Pour ce qui est de tout ce dont je viens de parler, à savoir l'iconisation, les plans séquences, les plans extrêmement détaillés, tout cela était peu présent dans la série. Donc le fait que ça soit présent au cinéma, ça prouve que le réalisateur a compris
compris qu'il fallait passer une étape. Et en plus, il l'a bien passé puisque le film est très joli. On retrouve également tous ces costumes, tous ces bijoux magnifiques. Mais on retrouve également tous les personnages de la série. Enfin, à peu près tous. Et alors, est-ce qu'ils sont bien développés? Oui. Et en plus de ça, ce qui est assez touchant, c'est que certains personnages qui n'avaient pas forcément eu de happy ending à la fin de la série vont trouver une happy ending ici. Je pense à des personnages comme Tom Bronson, je pense à des personnages comme Thomas Barrow, qui se voient offrir des intrigues extrêmement douces, extrêmement poétiques et qui m'ont personnellement énormément touché, surtout celle de Thomas. Et pour ce qui est de l'intrigue générale du long métrage, ou encore les personnages en général, le tout est bien développé, clair. On peut aimer ce film en ayant aimé la série et on peut l'aimer également en n'ayant pas vu la série, puisque tout est bien resitué pour qu'on ne soit jamais perdu et qu'on comprenne le tout. Donc en globalité, visuellement, ça a passé le cap cinématographique, en termes de narration, c'est clair, pour ce qui est des personnages, ils sont tous bien reposés, on t'explique bien qui est qui, et en plus de ça, ils sont tous bien développés, le tout d'une manière jamais poussive, c'est toujours très subtil. Donc voilà. Pour moi, le film Downton Abbey est une réussite, mais c'est encore plus une réussite, premièrement parce que les musiques sont encore une fois sublimissimes. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai le vinyle de la musique du long métrage et je l'écoute très souvent. Et enfin, si j'aime énormément ce long métrage, c'est également grâce au discours de fin du personnage interprété par Maggie Smith, à savoir le personnage de Lady Violette. Ce discours de fin qui est l'un des discours les plus beaux, doux et sages que j'ai vus au cinéma. Et en plus de ça, ce discours, quand Maggie Smith ne sera malheureusement plus parmi nous, aura une résonance toute particulière, je pense. No. My dear, save your tears for something sad. There's nothing sad here. I have lived a privileged and an interesting life, and now it's time to go. Et donc voilà, pour moi, le film Downton Abbey a tout compris. A compris ce qui faisait un film de cinéma. I want every surface in this house to gleam and sparkle. Maintenant, parlons un petit peu du futur Downton Abbey 3, qui à l'heure où j'enregistre sortira tout pile dans un an, puisque oui, il sortira en septembre 2025. Je peux vous dire que l'attente va être très longue, parce que j'ai aussi beaucoup aimé le deuxième film, mais j'en parlerai peut-être un jour plus en détail. On n'a pas encore beaucoup d'informations sur ce troisième film, à part qu'il sera réalisé une nouvelle fois par Simon Curtis, qui s'est chargé de la réalisation du deuxième opus. Simon Curtis qui a également réalisé My Week with Marilyn, La femme au tableau, Goodbye Christopher Robin, ou encore Dans les yeux d'Enzo. Ah si, il y a un truc qu'on sait, c'est qu'il va y avoir le retour du personnage interprété par Paul Giamatti. Alors là, je suis trop heureux parce que déjà que le personnage dans Downton Abbey est chouette, et bien en plus de ça, j'adore Paul Giamatti. Il était excellent dernièrement dans Winter Break. Voyez Winter Break, voyez-le à Noël, je vous promets que vous ne serez pas déçus. Bon et alors pourquoi je pense que Downton Abbey 3 sera la véritable conclusion des aventures de la famille Crowley et de leurs domestiques? Tout d'abord parce que c'est le troisième film et qu'on a pu voir avec la série, le premier film et le deuxième film, qu'il y a beaucoup d'arcs narratifs qui se sont conclus. Mais également et surtout parce que le deuxième film se passait en 1928 et il y a toujours des petits bonds dans le temps à chaque nouvelle suite de Downton Abbey. Vous voyez où je veux en venir, hein? Ouais. C'est-à-dire que dans pas longtemps, il y a 1933 qui va arriver. Et comment vous dire que en 1933 s'est enclenchée l'une des périodes, si ce n'est la période la plus sombre de l'humanité? Le truc, c'est que je pense que le troisième et dernier film Downton Abbey, donc, se situera en 1929. Parce que je pense pas que Julian Fellowes, le gars qui est derrière l'histoire de Downton Abbey, est prévu de finir l'histoire de Downton Abbey au commencement de la pire période de l'humanité. Après, s'il souhaite continuer l'histoire de Downton Abbey, il peut pas la continuer en film durant cette période, je pense. S'il veut continuer, il continuera en série, avec donc une 7e, une 8e, une 9e saison. Je sais pas, mais je pense que ça se passerait comme ça. Donc voilà pourquoi je pense que le troisième long métrage sera la fin de Downton Abbey. Surtout qu'on a vu que la Première Guerre mondiale, par exemple, ils l'ont abordée en une saison entière. C'était la saison 2, qui est pas loin d'être ma saison préférée avec la saison 3. En fait, je trouve que dans la saison 2 et la saison 3, l'évolution du personnage de Sybil et l'évolution du personnage de Matthew, c'est passionnant. Et donc voilà, c'en est tout pour cet épisode du petit podcast. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. N'hésitez pas à vous abonner également. Si vous voulez que je reparle de Downton Abbey un jour, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers. Je m'en vais à Downton Abbey d'ailleurs. Voilà, je vais croiser les Crowley, je vais chiller avec eux, je vais prendre du thé. Et je vous dis salut!